Tu n'as pas le droit de chanter à la Philharmonie si tu fais de la pop. Si tu fais The Voice, t'as pas le droit d'aller écrire une tribune dans Le Monde. Il y a vraiment tous ces non-dits qui sont des sortes de règles. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir ces règles? Tu vas dans un dîner de mécénat à l'Opéra, même si tu peux faire plusieurs Bercy et tu fais des tournées partout, tu te retrouves avec des gens qui te traitent avec le même snobisme que j'avais rencontré quand j'étais au conservatoire. Tu te dis, on est en 2024, mais qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Il faut casser ce mur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui lors de la phase de candidature pour les JO de 2024. Je représentais le comité de candidature de Paris. On est en 2017. On se retrouve à un dîner au Petit Palais, un dîner très sympa avec les membres du CIO. Et je me retrouve à tabler avec mon invité. Je le connaissais pour ses chansons qui m'ont toujours accompagné. On voulait faire ce podcast depuis des années et c'est grâce à un ami commun que j'ai la chance de le recevoir aujourd'hui. Vous le connaissez tous, car en 2006, il fait une percée phénoménale dans le monde de la pop. Libanais d'origine, il grandit entre la France et l'Angleterre avant de conquérir le monde entier avec sa pop acidulée. Des multiples prix, des tournées à travers la planète, et 5 albums plus tard, il est toujours l'un des chanteurs préférés des Français. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire et à composer? Comment faire pour durer dans une industrie musicale si compétitive? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sombre qui se cache derrière ce sourire si lumineux? Le temps d'une pause, il nous emmène avec lui dans les coulisses de son parcours, en revenant sur son processus de création, ses inspirations, l'harcèlement scolaire qu'il a subi, sa relation avec sa famille, ses modèles et sa personnalité, tant sur scène que dans la vie. Bonjour Mika. Bonjour. Comment tu vas? Ah, très bien. Un peu fatigué, mais tout va bien. Un peu fatigué parce que t'es quand même très souvent sur la route, des promos, d'une promo à une autre. Ouais, mais la fatigue, ça te met dans un état un peu... C'est bien, en fait, je pense, quand on est en train de faire de la promo, quand on est en train de faire de creuser pour des nouvelles idées, et là, je suis aussi en développement pour une nouvelle tournée, la fatigue te met un petit peu dans un état un petit peu spé, un petit peu perché par cette... tu te sens un peu plus libre de faire des erreurs parce que tu te dis, oh bon, c'est bon, je suis fatigué. Ce qui veut dire que souvent, tu as des très bonnes idées. Ou ça te décomplexe un petit peu aussi, ce qui est super important. Et donc, toi, tu as trouvé parfois des très bonnes idées dans la fatigue. Dans cette fatigue-là? Oh, absolument. Ouais. Quand on est extrêmement reposé, quand on est vraiment en train de manger très bien, quand on fait du sport, quand on est dans la routine, ça peut provoquer une sorte de... une complaisance et d'être un petit peu déstabilisé. Je pense que ça provoque une réponse intellectuelle pour compenser la fatigue physique. Donc tu es né au Liban, tu as grandi entre Londres et Paris, tu as habité aux États-Unis, en Grèce, en Italie. Je crois pas en oublier... Ce qui veut dire tout ça, que j'habite partout et nulle part. Hein. J'en suis entièrement conscient. Mais tu le cherches? Non, pour l'instant, je cherche pas. J'ai arrêté de chercher. Un jour, ça va arriver. Toi, aujourd'hui, tu arrives à sentir plus ou moins français, américain, libanais ou... J'ai une partie de moi qui comprend et qui aime la culture française et qui se sent empathique vers les Français et la France. Je préfère le mot empathie que patriotisme, car patriotisme est trop mal utilisé dans la rhétorique. Très connoté. Exactement. Donc, moi, je préfère l'idée de l'empathie, parce que l'empathie, ça peut seulement provoquer du bien. Et cette empathie aussi se manifeste dans une certaine fierté. Je suis fier de cette partie de moi qui est française, autant que je suis fier aussi de cette... J'avoue maintenant, j'ai fait la paix avec ma culture anglo-saxonne, anglaise, parce que j'étais éduqué là-bas. Et j'étais tellement blessé par certaines choses qui se sont passées dans ma vie d'adulte en Angleterre que j'ai un petit peu échappé l'Angleterre. Mais maintenant, je me dis, OK, tu sais quoi, je suis allé au conservatoire là-bas, toute ma vie scolaire était là-bas. Je suis conditionné aussi par cette éducation qui était une grande chance. Donc,
Maintenant, je dis OK, j'ai de l'empathie aussi pour la partie de moi qui est anglaise. Parce que souvent, ce que tu comprends, enfin, ce que tu dis, ce qu'on peut comprendre, c'est que tu as toujours été un peu étranger à chaque fois où tu étais. Soit par ton accent, tu es américain d'origine, mais tu as un accent américain parfois quand tu es en Angleterre, un accent anglais quand tu es aux États-Unis. Ça mélange. Il y a une île qui s'appelle Saint Helena. Et c'est une île qui est stratégique avant. C'est là où un des endroits où les avions atterrissaient quand ils n'avaient pas le range. Et ça appartient, dans le territoire du Royaume-Uni. Et je dis toujours, s'il devait avoir un accent là-bas, c'est un petit peu planqué au milieu de l'Atlantique, ça serait mon accent en anglais. Ce serait toi, quoi. C'est affreux. Je déteste mon accent. Ah, bien sûr que je déteste mon accent. Mais t'aimes ton accent français? Je sais pas ce que c'est. Tu t'en as pas. J'ai un accent français, bien sûr que j'ai. En fait, j'ai un accent en italien aussi, j'en suis conscient. Et surtout, tous les chroniqueurs cherchent tous les sketchs qu'il y a sur moi. En italien? En italien, beaucoup plus qu'en français, hein, j'avoue. Oui, mais c'est normal aussi. Enfin, normal. Il faut bien faire comprendre aux gens. Tu es venu à 1 an ici, tu es resté jusqu'à 8 ans. Donc ton français est parfait. Quoi que tu en dises, il est parfait. Tu n'as pas d'accent. Mais comme tu vas me dire que quelqu'un du Nord a un accent ou quelqu'un du Sud a un accent. Les Parisiens considèrent que c'est les seuls à pas avoir d'accent. Mais la vérité, c'est que tout le monde a un peu. C'est comme aux États-Unis, en Angleterre. Ton italien, c'est dingo, parce qu'il faut quand même le dire. Tu as appris l'italien en 2 mois, 3 mois 3 mois. Ouais, parce que je voulais quelque chose de nouveau. Je voulais faire quelque chose. J'avais jamais fait de la télé. J'avais refusé toutes les propositions de télé. J'étais constamment en tournée, constamment en train de juste ce cycle un petit peu comme un hamster qui pensait que la seule chose qu'on devait faire, c'était aller écrire des albums, terminer l'album, aller en tournée et refaire exactement 2 jours après. Et j'avais peur j'avais eu des expériences très pas négatives, mais qui m'ont déstabilisé par rapport à les médias. Et donc, au lieu de dire « Ok, j'y vais, je confronte et je prends les choses en main », je me cache. Et ce côté de se cacher, en fait, je me suis rendu compte à un certain moment que c'était complètement inutile. Sauf que je voulais pas le faire dans une langue que je connaissais. J'avais reçu plusieurs offres de télévision. Il y avait une offre qui était arrivée de l'Italie, sur une émission où j'avais fait beaucoup de promos. Et tout d'un coup, un soir, lorsque je suis en train de promouvoir un single, X Factor en Italie, qui était sur Sky, et ils me disent va t'installer à la table. Et je m'installe et je commence à commenter en pensant, en tous les cas, ces gens-là, je vais jamais les voir, je vais partir le jour après, donc je dis complètement ce que je pense. Et là, je m'en vais, je sors, et le jour après, ils m'envoient une offre. Je pense que c'était une blague, c'est drôle, je pars pas italien, mais je vais pas me mettre à l'antenne en Italie. Je suis rentré à la maison à Londres. Je regarde autour de moi, dans cette maison que je me suis battu pour acheter, et parce que j'avais cette obsession quand j'étais jeune d'acheter une maison. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 raisons pour lesquelles je suis resté en dessous de la maison de ma mère dans un petit studio pendant tellement d'années. Mais une des raisons, c'est parce que je voulais pas déménager sans que je pouvais acheter la maison vraiment à mon nom. Donc j'avais attendu et j'achète la maison. Grâce à Dieu, je pouvais me permettre de le faire après quelques années et le succès du premier album. Et tout d'un coup, je suis triste. Et je ne sais pas pourquoi je suis triste. Parce que j'achète une maison qui est vide. Il n'y a pas mes sœurs. Il n'y a pas mes cousins. Il n'y a pas la vieille dame espagnole. Il n'y a pas le jeune étudiant de Beijing, le chinois qui s'appelle Brinker, qui habite chez nous. Il n'y a pas tous ces gens. Tout le monde manque. Et je commence à détester cette maison. Je dis, c'est le piège, je suis tombé dans le piège. Je me suis retrouvé dans ce piège avec ce truc, et j'ai cette maison, et j'ai ces voisins qui sont tellement... Bon, il y avait une voisine qui était super sympa. Et tous les autres, restes, c'était tellement con. Je me dis, mais j'ai tout fait pour être avec des cons. Qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Et tout d'un coup, il y a cette offre, et je suis avec mon conjoint Andy, et je suis en train de boire mon café, et je dis, j'en ai marre. Il me dit, mais tu sais, cette offre-là pour l'Italie, mais vas-y. Je dis, mais t'es fou. Je dis, mais écoute, ça sera tellement drôle si ça se passe mal. On pourra en rire pour le reste de ta vie. Je dis, mais je parle pas. Il dit, mais allez, vas-y. Alors j'accepte, tout cela pour dire, j'accepte l'offre en Italie. Il savait pas si j'allais pouvoir le faire, mais il savait que même si je me plante, même si c'était ridicule, j'allais m'en sortir. Et j'allais transformer le truc. Parce que moi, je suis un animal qui répond à des situations déstabilisantes. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne dans la stabilité. Je suis conditionné pour fonctionner en dehors
de la stabilité de le la tous les balance jours. tu veux toujours la... Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il me regarde. Il me dit, même dans une situation où tu te plantes et tout le monde pense que c'est un désastre, tu vas trouver une manière de transformer le truc. Et il y a seulement 2 personnes dans ma vie qui ont compris ça. C'était ma mère et c'est Andy. Donc, je dis oui. Donc, né à Beyrouth, début des années 80, maman libanaise, on en parle souvent, t'en parles souvent, Joanie, papa américain, Michael. De Savannah, Georgia. Savannah, Georgia. Donc là aussi, il y a quand même un grand écart. Un grand écart. Ouais. Impressionnant entre les deux. 3 sœurs, Yasmine, Paloma, Zuleika, et un frère, Fortuné. Ouais. Où vous continuez votre vie à Paris, tu pars à Londres. Là, un moment qui est assez difficile. Souvent, il y a des moments extrêmement difficiles dans nos vies qui vont faire jaillir de la lumière quelque chose qui, si t'étais pas tombé de manière très précise sur une professeure particulièrement méchante, dure, non, abusive. Ouais, bien sûr. Allons jusqu'au bout, bien sûr. Donc carrément illégal. T'étais bully, comme on en parle aujourd'hui. Mais par elle, mais abusé. aussi par les autres enfants, comme beaucoup d'autres gens qui ont jamais la possibilité d'en parler. Moi, j'ai de la chance. Tes parents se rendent compte de l'abus de cette maîtresse. Il y a une confrontation à l'école, dans la cour de récré où tous les parents sont là et mon père commence à répéter à haute voix toutes les choses que ma sœur avait découvert qu'elle était en train de me dire dans ces récits abusifs de ce qui se passait tous les jours. Il y avait moi, mais surtout une autre fille. On était vraiment un petit peu le target de cette folie. En tous les cas, je suis renvoyé tout de suite. Je suis vraiment renvoyé de l'école. Mais pas la maîtresse. Non. Putain, pas la maîtresse. Mes parents avaient un sorte de choix. Qu'est-ce que tu fais avec un enfant qui, avant, était totalement OK. Tout d'un coup, tu te retrouves avec un enfant qui n'est pas la même personne qu'avant. OK ? Et beaucoup de parents vont reconnaître un petit peu ce problème quand il se passe quelque chose de traumatique. Ça peut être un traumatisme qui est très visible et lisible, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus nuancé, où on ne sait pas d'où ça vient, et il y a un truc qui s'installe. Et le problème, c'est la perte du sens de valeur pour soi-même. Quand tu te sens vraiment un vaurien, en fait, tu te débranches de la vie. Et quand un enfant se débranche de la vie quotidienne, en fait, ça tue le futur. Ça tue l'avenir. Parce que pourquoi faire les devoirs quand tu vaux rien? Pourquoi aller faire du sport quand tu vaux rien? Pourquoi communiquer d'une manière ouverte ou trouver la manière de t'exprimer et de développer ta voix et ton style de communication, ce qui est fondamentalement important pour chaque enfant, si tu vaux rien? Donc, immédiatement, le challenge numéro 1, aller t'amuser. Comment est-ce que ça s'abuse? C'était pas avec l'argent. J'avais pas d'argent. Mes parents avaient toujours des soucis d'argent, mais c'était pas ça. C'était pas, allez, on va t'amener à Disneyland. Non, c'était, va t'amuser avec des gens. Avec qui? Avec une communauté. Des gens qui étaient une sorte de communauté que ma mère avait formée très vite autour de nous et surtout autour de moi pendant cette période. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que je sache que les choses ne se font pas seules. Donc il y avait Bella, la vieille dame espagnole qui était chez vous. Oui, exactement. Il y avait Rafa Kobesi, la libanaise avec un œil. Donc, tu as sa communauté qui t'entoure, le mec en fait, qui travaillait, la dame qui travaillait dans le magasin à côté. Il y avait vraiment toute une communauté de gens. Et il m'entoure, il m'amène au parc. Tous les jours. Les autres vont à l'école, moi je vais au parc. Et moi je vais aller jouer dans le parc pendant chaque matin 3-4 heures. C'était le moment le plus beau de ma vie. Tout ce que je fais, je savais que j'allais m'endormir et le matin, j'allais au parc pour 4 heures. C'était un rêve. C'était fabuleux. Il pleuvait, il neigeait. Tu sortais, t'allais au parc. Ouais. Avec des gens qui étaient toi. C'est là où j'ai adoré toi. voir les touristes. C'est là où j'adore observer les vieux, parce que les vieux dans les parcs, ils sont ridicules. Ils font des trucs vraiment absurdes. Et les touristes. Ouais. J'adore voir les touristes. Ces gens, parce que c'est comme si les protagonistes dans ce décor qui était le parc changeaient tous les jours. T'as le temps quand parfois tu vas t'arrêter dans un parc, Les parcs et les supermarchés, tout le temps. J'adore les deux. Ouais. J'adore les parcs, j'adore les supermarchés, j'adore voir les gens qui sont en train de se balader. En fait, t'adores regarder les gens, toi. T'observes. J'observe, mais ouais. Et après l'après-midi, quand même, je devais faire un autre truc et c'était ça, c'était la musique. Ta maman avait vu ça chez toi? C'était une obsession, la mélodie et la musique. Quand j'étais bébé, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui jouait un instrument, j'allais et j'attrapais
je me forçais sur l'instrument et j'attrapais l'instrument. Je mettais mes mains sur les cordes de la guitare, sur le violon, je tirais jusqu'au point où je cassais les cordes. Parce que je voulais comprendre d'où ça venait. Et tout le monde se moquait de moi, mais c'était assez drôle de voir un petit enfant d'1 an qui attrape le violon, pas parce qu'il a peur, mais avec une violence, parce que il est tellement intrigué par le son qu'il est en train d'entendre. Mais apparemment, je le faisais depuis toujours. Donc ouais, la musique était toujours présente. Toujours là. Et la danse. Tu dansais aussi? J'ai dansé, je voulais être danseur. Je voulais être mariachi. Ouais. Ah ouais? Ouais, bien sûr, ou flamenco danseur. Flamenco danseur. Quand est-ce que tu retournes à l'école? Un petit peu moins d'1 an après. Waouh. Et j'avais déjà commencé à me présenter à des auditions pour des opéras, pour des trucs, pour des castings. Et je commençais à travailler. Mais la seule raison pour laquelle je suis rentré dans l'école dans laquelle je me suis retrouvé, qui s'appelait Saint Philip's, c'est parce que nous, on habitait dans une maison qui partageait le petit jardin avec Saint Philip's. Et moi, j'avais 2 lapins, Pussy Rabbit et Coco Rabbit. Et mes 2 lapins, je savais que tous les garçons, ils étaient méchants avec les lapins. Donc, je cachais les lapins pendant la cour de récré. Et ensuite, lorsque eux, ils étaient en classe, j'allais jouer avec les lapins et donner à manger et faire des trucs. Ils ont porté plainte. Les enfants qui avaient la fenêtre, un jour, il y a une sorte de mutiny, et ils ont porté plainte. Ils disaient, mais pourquoi est-ce que le garçon qui est dans le jardin, lui, il ne doit pas étudier, et nous, on est en classe. Donc, le directeur de l'école frappe sur la porte de la maison, parle avec ma mère, et ma mère il dit, mais il doit aller à l'école. Et oui, on allait lui envoyer à l'école, mais non, mais maintenant, genre demain. Et elle dit, mais vous lui voulez? Allez-y, faites le test. On fait l'examen, j'ai total failure. J'écris Lion avec un Y. Et le mec, il n'a pas de choix. Harry Biggs Davison, un homme incroyable. Incroyable, ce monsieur. Et il n'a pas le choix, il m'accepte. Et je chante et je vais à l'école. On parle de cette rencontre, ce moment où il vient taper à la porte alors que c'est le directeur de l'école. Ces rencontres, elles sont essentielles. Parfois, on ne se rend pas forcément compte tout de suite. On se rend compte des années après. Donc souvent, ce que je dis à mes amis qui viennent à ce micro-là, c'est chouette d'en parler de ces gens-là. Toi, tu as eu l'occasion après de le revoir, de l'inviter, de lui dire merci. Ouais, et de lui voir vieillir. Ça, c'est la chose la plus belle, de voir ce monsieur qui était vraiment, tu vois, une figure autoritaire, assez dynamique. Il adorait le rugby, et professeur d'histoire. Et maintenant, je le vois vieillir. Et ça, c'est un grand privilège. Tu le vois, donc tu as continué à le voir. Il m'a fait un petit message pour Télématin l'autre jour. Ce qui m'a vraiment... je vous garantis, à 6h du matin, j'attendais pas de voir la tronche de mon directeur d'école quand j'avais 9 ans. Hein. Surtout le nombre de fois où il m'engueulait, mais comme un... Ah, mon Dieu, tellement de fois. On parlait de ta maman. J'ai beaucoup entendu parler d'elle quand je me suis renseigné auprès de tes proches. Plus grande que la vie, qui vous entourait d'amour et permettait de vous rendre les choses possibles, en fait. Ça, c'est assez génial, d'avoir des gens qui sont autour de vous, qui disent « Ouais, Mika, tu peux. Ouais, tu peux. Elle va te challenger, hein. Ouais, tu vas pleurer, tu vas transpirer, tu vas te poser la question 150 000 fois, mais tu peux. Si tu veux, ouais, si tu peux. Mais si tu veux, faut y aller. C'était toujours ça, la conversation. Toi, très souvent, elle t'a fait plus que tu voulais. Waouh. Moi, je pleurais tous les jours. Ouais, c'était... C'est dur pour une maman, ça, de voir son fils. Elle sait que c'est des choses pour toi, mais... Oh non, mais j'étais convaincu qu'elle voulait me faire pleurer, évidemment, comme tous les enfants qui sont dans cette situation-là. Maintenant, t'as raison. Oui, évidemment, c'est dur pour les parents. Mais il y a aussi je pense que chez elle, il y avait vraiment cette urgence. Elle me voyait, elle voyait cette... J'étais vraiment daydreamer. Hein. J'étais vraiment un rêveur. Et elle me disait que être rêveur... T'as 2 choix. Ça peut être ta plus grande force ou ça peut être le truc qui va te défaire. Et quand elle te faisait travailler la musique, c'était combien d'heures, par exemple? 4 heures par jour. Hein. Ouais. Bam. Ah ouais, tous les jours. Sauf les dimanches, parce qu'elle nous forçait à aller à l'église. Moi, je marchais avec elle pour aller à l'église et ensuite, bam, je me barrais parce que je détestais aller à l'église. Je déteste aller à l'église pour les messes. J'adore aller voir les églises. Aussi parce que je chantais tellement de trucs. Je peux vous chanter aujourd'hui toutes les messes en latin. J'en connais beau, même la messe en... Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Je veux te chanter... Qu'est-ce que tu te souviens de quoi?
Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Je peux continuer, hein. 19 ans, il y a un moment que j'aime beaucoup, moi. On se retrouve à Londres encore, à la London School of Economics, donc ça prouve quand même que tu n'étais pas très mauvais à l'école, parce que c'est une des meilleures écoles. Non, j'ai changé. Alors avant ça, j'avais un prof qui a tout changé par rapport à ma dyslexie. Elle a identifié mon problème, elle s'appelait Mrs. Coogan, et elle a identifié mon problème, elle m'a transformé. Ah, merci Miss Coogan. D, C, B et un A. Et tout d'un coup, j'étais A star, A. Et en quelques années, une distinction nationale. Elle faisait un truc super, Mrs. Coogan. Elle avait ce rituel au début de son cours. Tu sais ce qu'elle faisait? Pour avoir pour chapitrer, et pour différencier l'école normale avec sa classe, le premier truc qu'elle faisait, c'est qu'elle te faisait une tasse de thé. Oh, tu te rends compte, là, t'es avec un prof, et elle est en train de... tasse de thé. Elle te sert une tasse de thé avec du miel ou avec du sucre. Et tout d'un coup, tout est facile après ça. C'est pour ça que je voyage avec ma tasse de thé. Oui, alors une tasse, c'est-à-dire que, parle de ta tasse, c'est que tu as une chose qui est toujours avec toi. Ouais, c'est pas forcément Andy, c'est pas forcément Anna, c'est... Non, c'est ma tasse de thé. C'est une tasse Marks & Spencer. Marks & Spencer. 5 pounds. 5 pounds 50. Ah. Mais ça, c'est... Ouais, exactement. Et je voyage avec Tea and Saucer. Ah. L'assiette aussi, en dessous. D'accord, c'est important. Ouais. On voit ton côté anglais. Revenons à ce moment-là. Tu te retrouves. Ouais. Tu rentres à LSI. Ouais. Tu y restes un jour, quelques heures. Ouais. J'ai tout acheté. T'as tout, t'as les livres, t'as tout. Ouais, 495 pounds. Tu te retrouves, et là? La lumière. La lumière. C'était une LSI, ils avaient investi dans des classrooms et ils avaient tout refait. Ils avaient reçu une grande bourse, je pense, dans cette période-là. Et ils avaient des nouvelles classes. Et je me souviens, j'avais cette réaction à la lumière. Les lumières étaient toutes neuves. Et le tapis était bleu. Il sentait de la colle. Toujours. Trop la nouveauté, quoi. Tout était nouveau. Tout était neuf. Neuf. Eux, ils étaient fiers. Moi, je trouvais ça dégueulasse. Et je voulais aller... et c'est bien parce que je me suis retrouvé dans un conservatoire où tout était cassé et je n'étais pas en train de me plaindre. Tout était désuet, poussiéreux. Justement, les profs autant que les pièces. La mauvaise balance, quoi. Le fait qu'il y avait... C'est trop nickel. Toi, t'aimes pas quand c'est trop nickel. Ça représentait l'inverse de la musique. Ouais. Tu vois, parce que j'avais commencé à travailler très jeune. La première fois que j'étais payé, c'était vraiment à 9 ans. J'ai reçu un chèque à mon nom et je suis allé à Barclays Bank. J'ai ouvert mon compte. Et là, tu vois la lumière. Pour le coup, c'est au sens propre. Et là, tu dis, t'as payé 500 €, enfin 500 € aujourd'hui. Mais j'ai cette panique. Je me dis, si je me casse pas de cette pièce, je vais jamais faire de la musique. J'en étais sûr. J'ai dit parce que pour l'instant, je vois que c'est moche. Bon, pardon, hein, parce que c'était juste mon truc. Parce que ce que je disais, c'est que dans les théâtres et tout ça, c'est l'inverse de ça. Ouais. Tout est cassé, c'est la poussière, mais tout est possible. Ouais. Tout est possible. Moi, je voyais pas ça je voyais ça comme une cage. Les autres, ils voyaient ça comme une cage. Ouais, pour les autres, c'était incroyable. Regarde ce projecteur avec le truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tout? Tu te barres? Ouais, je pars. Je vais à la station de métro, je vais à South Kensington. Tes livres sur ta table. Tout. Et je vais à South Kensington et je supplie le directeur de l'école de l'opéra et des études vocales au Royal College of Music, au conservatoire. Et je dois l'attendre dehors. Il sort à 20h30, 20h45 du soir. Et je lui supplie pour une autre audition. Et parce qu'il m'avait rejeté. Il m'avait dit non. Il trouve ça drôle. Il me donne une autre audition et je fais pas à l'école, je fais pas à LSI et je chante et heureusement il m'accepte. Et quand mes parents ils me demandent qu'est-ce que tu vas faire, tu vas devenir chanteur d'opéra, je dis non, mais je veux juste quelque chose à faire à 9h du matin. Donc ça, au moins, maman et papa ils sont assez contents de voir que tu vas pas juste rien faire. Ouais. Mais ils réfléchissent quand toi ils étaient très fiers que tu ailles à LSI ou ta maman savait, elle sentait que de toute façon ton destin était dans le. Et je pense qu'il faut une démarche, il faut un geste fou. Dans toutes les carrières, la tienne, la mienne,
celle d'un super boulanger, un financier, un sportif. Il y a toujours ce geste de folie où tu mets tout en risque. Il y a toujours, tu peux l'identifier. C'est le tilt moment, le moment de tilt. Je pense que le moment où elle a vu que c'était vraiment ça et que ça se déclenchait comme ça, et aussi j'ai travaillé comme serveur et j'utilisais mon argent de serveur, pas pour acheter des bières, bon, de temps en temps, mais aussi pour payer mes maquettes. C'est là où elle se dit, OK. C'est réel. C'est vrai. Ouais. C'est pas nous. Ouais. Il veut pas faire le brave. Ouais, faire plaisir. C'est vraiment, il y a une maladie qui s'est installée et c'est cette idée, cette obsession avec l'idée de faire un album. Là, il faut bien comprendre, hein, tu es tout jeune et évidemment, tu vas faire tout parce qu'il faut quand même, là aussi, payer la nourriture et donc tu reçois beaucoup de rejets. Comment tu le vis, les rejets à ce moment-là? C'est drôle parce que je voyais ça comme les seuls moments où j'étais vraiment triste, c'est quand le rejet n'était pas une discussion. Quand le rejet était une conversation, je pouvais toujours m'en sortir. C'est un peu l'impression que j'avais dans ma tête. C'est-à-dire que tu vois toujours le verre à moitié plein? Non, mais je vois tout comme une négociation ou comme une guerre. et c'est drôle. Donc tu pensais qu'il t'allait arriver un peu comme avec ton professeur du conservatoire. Ouais. Tu dis non, mais tu vas dire oui dans pas longtemps. T'es sûr de ça, toi, hein? Exactement, j'étais sûr. Tu sais que tu as ce pouvoir-là? Non, mais j'étais désespéré. Hein. Quand vraiment, t'es obligé, quoi. T'es obligé, t'as pas le choix. Et donc, même chaque fois que j'envoyais des trucs, je faisais mes maquettes, je les envoyais, il y avait du rejet, hein, une fois après l'autre. C'était comme si, dans ma tête, j'étais pas loser. J'étais en train d'avoir une conversation, c'était juste que l'autre personne n'écoutait pas. J'adore. C'est beau, ça. Tu participes à des concerts de musique classique, donc. Tu écris de musique d'ambiance pour les vols de British Airways. Tu composes de la musique de publicité pour des chewing-gums. Enfin, tu fais beaucoup de choses. Orbit chewing gum, and it's good for your teeth too. Ce qui apparemment est un mensonge, mais bon. Bon, en tout cas, tu l'as quand même fait. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, justement, qui ont cette volonté, cette envie, pas forcément dans le domaine artistique, et quand ils reçoivent justement tous ces rejets, tu leur dis comme toi, justement, ce que tu dis là, c'est juste que ce serait un peu très... Moi, je les reçois tous les jours aussi, hein, aujourd'hui, dans ma vie. C'est surtout dans cette culture de snob qu'on retrouve dans mon milieu. Et surtout quand ton manifesto ou moi, je pense vraiment que c'est cette guerre contre la division où tous les artistes et tout le monde doit rentrer dans leur caisse et tu n'as pas le droit de chanter à la Philharmonie si tu fais de la pop. Si tu fais The Voice, t'as pas le droit d'aller écrire une tribune dans le monde. Il y a vraiment tous ces non-dits qui sont des sortes de règles. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir ces règles? Si tu vas dans un dîner de mécénat à l'opéra et tu te retrouves, même si tu peux faire plusieurs Bercy et tu fais des tournées partout, tu te retrouves avec des gens qui te traitent comme avec le même snobisme que j'avais rencontré quand j'étais au conservatoire. Tu te dis, on est en 2023, bientôt 2024, mais qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Et snobisme parce qu'ils considèrent que la pop, c'est snobbing, parce que c'est le fait que tu aies fait de la télévision. Il vient d'où ce snobisme? De leur propre ignorance. Et c'est tellement daté. Je déteste ces dîners de mécénat. J'y vais pas, car c'est rempli de ça. Et en même temps, les théâtres, les opéras, ils ont besoin de soutien, mais il faut casser ce mur, il faut arrêter. À la Philharmonie, je me suis battu pendant des années parce que je voulais chanter à la Philharmonie. C'est seulement... Tu l'as fait? Je l'ai fait. Maintenant, je suis même ambassadeur de la Philharmonie et j'ai fait le gala avec Makela. C'est pas ça, mais pour montrer que c'est pas toujours donné. Bon, et même des petits trucs, tous les jours, le rejet ne s'en va jamais. C'est ça le truc. Beaucoup de rejets, persévérer. Imaginez, j'adore ce que tu as dit en disant juste, c'est que ils n'écoutaient pas. En fait, en gros, ils n'étaient pas partie de la conversation. Donc, c'est toi qui as continué à avancer. Ensuite, en 2006, tu signes avec un label, Casablanca Records. Et là, tu enregistres... Je signe avec Tommy Mottola. L'ex de Mariah Carey. Et j'avais un peu peur de Tommy. Pourquoi il dit oui, d'après toi? Tommy? Ouais. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur Tommy. J'en parle très, très peu de Tommy Mottola parce que il y a tellement de gens qui ont eu
des affaires. Ouais, c'est compliqué, hein, sa carrière. Mais en même temps, il a eu gros succès. Oui, et à quel prix? Ouais. Qui a payé ce succès en même temps? Donc, mais c'est vraiment, il représente toute cette culture qui était pas toujours la plus favorable aux artistes. Okay. Et bon, alors j'avais un petit peu ce doute par rapport à... Il avait repris Casablanca Records, qui était évidemment la maison du disco, et donc je trouve ça assez cool. Et j'aimais bien le fait qu'il y avait un palmier, ça ressemblait un petit peu à la Syrie, le Liban. Je me suis dit, c'est bien, je vais aller... ça me va, ça, ce truc. Ça commence bien. Ça commence bien, un petit peu de Donna Summer, et avec un palmier sur un truc. Le danseur en toi s'est dit, ça me va bien. Exactement, peut-être j'ai trouvé ma maison. Mais en même temps, j'avais un peu peur, donc je disais non. Et lui, il s'énervait de plus en plus. Et tout d'un coup, il y a ce mec qui s'appelle Lucien qui arrive dans l'affaire. Et Lucien Grange qui me regarde, il était en train de travailler en Angleterre pendant ce moment-là. Et on se voit dans un lobby d'hôtel. Et il commande du thé. Voilà. Ça commence bien là. Ça commence bien. Et il est... Oh mon Dieu, c'est a mess. Il met pas sa chemise dans le truc, il a sa cravate qui est... il avait une veste avec une tache. Et il commande un truc, ensuite il mange un biscuit, et le biscuit va partout, il me demande si on veut. Je dis absolument oui, et je commande un dessert. Et il y a un piano, il y a tous ces Américains, ces vieilles dames qui sont en train un hôtel, un très joli hôtel à Londres, et il y a tout le monde qui est en train de prendre le thé. Il me dit, tu vois le piano là-bas? C'est le break. Je dis ouais. Et il me dit, vas-y, joue le piano. Montre-moi. Je dis, ok. Bon, je vais, je joue au piano. Bam, j'y vais, je fais tout mon show. Lorsque les autres sont en train de boire leur thé. Et je le vois en train de sourire. Ah, j'imagine. Je le vois en train de sourire. Et il est en train de sourire. Et c'est tellement drôle parce que je le vois et j'ai vu un petit peu ce truc, cette lumière. Et c'est quelqu'un de très dur. Hein, il est réputé pour être très dur. Je voyais quelqu'un qui voyait loin. Et je me dis, et je regarde, je dis, écoute. Et là, je termine de chanter et il me dit, c'est bon, on y va. Je dis, mais j'ai des conditions. Il dit ce que tu veux. Et ensuite il me dit bon voilà, on va y aller. Mais je dis tu sais, j'ai peur de tous ces gens. Et t'es sûr que n'importe quelle chose qui arrive dans ma carrière, si vraiment j'ai besoin de toi, tu vas répondre. Hein. Il me dit ok, on fait un deal. On a fait ce deal. Et c'est ça en fait. Quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Il me répond. Encore aujourd'hui. À ce moment-là, premier single, Relax, Take It Easy. Puis un second, Grace Kelly. Lui, il voulait que je sorte Grace Kelly en premier. Mais tu décides Relax quand même. Non, c'est pas moi qui décide. D'accord. Ça devrait être lui, non, c'était... quelqu'un d'autre. C'était Rix FM à Malmö qui avait piqué le truc de MySpace à l'époque. Ils avaient pris... Oui, c'est les années MySpace, on est en 2006-2007. Ils commencent à jouer sans nous demander la permission. On a ce premier album, les thèmes c'est cette transition de l'adolescence à l'âge adulte. Tu parles de beaucoup de sujets, on parle aussi des Billy Brown, donc sujets comme sur l'homosexualité, sur les personnes fortes avec Big Girl, donc c'est des sujets toi, assez importants. Le processus de création, toi, comment il se situe, et on le voit et on le verra aussi sur tes albums futurs, c'est chaque fois des sujets assez personnels que tu prends, que tu arrives à... C'est la vie autour de moi. C'est la vraie vie. Hein. Ouais, Billy Brown, ça parlait du fait que une de mes sœurs sortait avec un mec qui était à mon avis complètement gay, sauf qu'il était obsédé par ma sœur et je trouvais ça tellement à la fois touchant et aussi un peu triste. Et donc je voulais écrire une chanson qui était touchante et triste.
C'est drôle, hein. C'est ce que tu voyais, en fait. On revient sur ton observation du parc, en fait. C'est le parc. La femme forte, c'est ma mère et c'est ma tante. J'ai plusieurs tantes qui sont fortes et qui sont grosses. Il y avait un petit moment où j'avais presque honte de l'aspect gros de ma mère. Le nombre de fois où il y avait des gens qui me demandaient si ma mère était enceinte encore une fois. Je dis non. Ça, c'est dur. Elle est juste comme ça. Ça, c'est dur. Et elle a souffert beaucoup de ça, elle. Donc, je voulais transformer ça en quelque chose d'autre. C'est ça, en fait. C'est cette idée de... On revient à cette idée de la maison. Je parlais de cette maison que j'avais achetée, que j'ai vendue depuis. Pas par hasard, hein. C'est parce que c'est quoi une maison s'il n'y a pas des gens à observer? La Bob, c'est plus qu'un carton. C'est des choses assez uniques. Ouais, mais c'était pas un carton. C'était pas. C'est drôle parce que c'était un carton émotionnellement et un petit peu dans la place que ça a pris dans le cœur des gens. C'était beaucoup plus important que juste que les ventes. Bon, ça a vendu, mais ça n'a pas vendu comme un album de Norah Jones, par exemple. Norah Jones, je pense que son album le premier qui a eu du succès, c'est dans les 12 millions. Toi, c'était combien de millions? Là, maintenant, je sais pas, c'était genre 4. Non, mais c'est considérable. C'est pas ça. C'est pas le fait. C'est pas le nombre, c'est l'impact que ça a eu surtout. Exactement. Et c'est drôle parce que c'était jamais écrit pour être un album commercial. Voilà. C'était écrit pour être un album qui faisait pleurer et danser. C'est tout. Mika, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question surprise. On écoute. Salut Mika. Ma question, même si je connais la réponse, échangerais-tu ton intranquillité qui est source d'inspiration pour des moments plus faciles, mais moins propices à la création? En clair, est-ce que tu voudrais être plus relax, mais moins novateur? À bientôt. C'est une bonne question. Non, bien sûr que non. Non, je pourrais pas changer ça. Non, c'est impossible. C'est aussi cette idée de sentir la vie. Je sais pas comment vivre comme ça. Oui, mais donc, quand Marc-Olivier Fogiel, qui te pose cette question-là, te dit cette intranquillité, ouais. C'est ça. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que t'aimes bien justement pas être stable, en fait. T'aimes bien cette instabilité. Ouais, mais moi, ce qui m'énerve, c'est j'aimerais tellement que mes sœurs sont comme ça. Tu penses que ton frère l'est? Mon frère, il est architecte et il commence à vraiment bien marcher. Il fait des très, très, très beaux projets et il est à Paris. Il est à Paris. Et il est marié et les deux sont architectes et ça marche très bien. Et c'est différent. Il est complètement différent par rapport à ça. Totalement différent. Mais tes sœurs? Moi, lui, parce que lui, vraiment, tout doit être... Les dessins doivent être parfaits, le truc, lui doit bien caler le chose, heureusement pour ses clients. Hein. Mais moi, c'est plutôt... C'est les trois sœurs. Je le torture, ouais. Je torture mon frère. Soit plus, soit moins stable. Ouais, c'est genre... ouais. Et puis, il est marié. Puis... Ouais, c'est ça. Mais bon... Dis-moi, Marc-Olivier Fogiel, très proche. Ouais. Donc, c'est quelqu'un que j'aime. Première interview en France. C'était avec lui. C'est lui? Ouais. Et il était très, très dur et il me pose des questions assez pointues, assez dures. Moi, je le regarde et j'ai un fou de rire. Je dis, vraiment, franchement, vous pensez que vous allez gagner, vous? Vous me connaissez même pas. Et là, il commence à rire et on devient potes. C'est drôle, hein? Tout de suite, comme ça, je le regarde, je dis, vous pensez vous êtes qui, quoi? Allez! Et bam, il commence à rire et il continue avec ses questions difficiles. Et ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il est, et dans la vraie vie, il est extrêmement fidèle et affectif. Il est très, très, très... Et quand il est un ami de quelqu'un, quand il veut défendre un truc... protecteur. Ah ouais, il y va vraiment, vraiment avec le cœur. C'est drôle parce qu'il comprend le big business et les gestes macro. Et en même temps, c'est pas ça qui lui drive. Donc, on s'amuse beaucoup parce que il me provoque et ensuite, il trouve ce que je fais complètement
improbable et de temps en temps, on s'amuse sur des trucs ensemble. Et c'est une amitié très, très amusante et aussi intéressante. Car quand on rêve un truc, quand moi je t'appelle et je dis écoute, je pense que ça serait bien de s'engager avec ce truc, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est pas juste pour faire de la com, c'est vraiment pour créer un projet artistique autour de quelque chose qui me passionne. Et il s'amuse avec ça, avec moi. Et c'est pas juste lui, hein, on est une petite troupe. Et c'est vraiment cette troupe. Encore une fois, j'ai une mission dans ma vie, c'est de reformer la troupe avec laquelle j'ai une nouvelle version. La tienne? De la troupe avec laquelle j'ai grandi grâce à mes parents et à ma mère. C'est plus compliqué aujourd'hui de trouver des vrais amis, avec les guillemets, parce que tu es Mika, tu es connu. Tu arrives assez facilement à justement construire cette nouvelle amitié avec de nouvelles personnes qui sont un petit peu nouvelles et qui... Être connu, je ne vais pas dire célèbre, mais être connu avant de connaître quelqu'un, ça fluidifie un petit peu le début d'une relation, mais ça complique la suite. T'as beaucoup d'amis? Tu sais, ce qui est drôle, avant j'aurais dit non, mais maintenant, parce que je classifiais les gens qui travaillent avec moi dans mon cercle créatif et dans mon cercle de travail, je les classifiais pas trop comme amis, mais maintenant je me suis rendu compte, au fur et à mesure, j'ai 40 ans aujourd'hui, mais oui, c'est des potes. En parlant d'amis, on va entendre une nouvelle pause amicale, une autre amie à toi qui t'a laissé un message. Ah, c'est qui? Salut Mika, c'est Valérie. Je me suis aperçue qu'on avait un autre point commun, c'est qu'on était fous de Colette Mani. Et voilà, je suggère à tout le monde d'écouter, pour ceux qui ne connaissent pas. On adore aussi Françoise Hardy. On a 3 sœurs, tous les deux. On adore danser à la maison, tout seul. On adore être sur scène, mais on adore aussi beaucoup être dans les rayons des supermarchés. Voilà, n'importe où, ça nous nourrit la tête. Voilà, j'ai un petit message aussi. Il y a un journaliste, on ne dira pas son nom, qui t'a soupçonné de ne pas parler un français correct dans ta chanson Bouger. Quand tu dis « Ils eurent souhaité que nous bougeassions », eh bien, tu peux lui dire que oui. C'est très français. Par contre, ça c'est pour toi, on ne dit pas de la bouillabaisse. Enfin, tu peux, mais c'est mieux de dire bouillabaisse. Voilà, je t'embrasse très fort, Mika, et merci de donner un mieux goût à nos vies, en tout cas à la mienne. Je t'embrasse. Je t'embrasse fort, Valérie, je l'adore. Alors, message de l'unique, et on le voit bien dans son message, Valérie Le Mercier. Non, mais elle y croit, hein. Mais elle est non, mais vraiment, non, elle y croit. Elle a bouillabaisse et bouillabaise. Toi, tu dis, je te garantis, elle a pensé. Ça fait probablement 4 jours qu'elle veut me le dire. Et elle l'a dit. Elle l'a dit, mais il y a rien de faux chez cette femme. Elle dit ce qu'elle pense. Boum. Et c'est vraiment une belle femme. Il y a rien de faux. Et quand elle est triste, elle pleure. Quand elle aime, elle le dit. Quand elle veut danser, elle danse. Succès de l'album, on en était là. Sujet aussi sur la sexualité. Moi, quand j'ai lu pas mal de trucs de l'époque, j'avais pas fait attention à l'époque. À l'époque, tu parlais de bisexualité, et ça, je disais, mais c'est assez marrant, comment tu l'exprimes. Et après, j'ai compris, tu l'as dit un peu plus tard, que c'était pas le sujet. Et toi, ce qu'on voulais, c'était pas qu'on parle de quelque chose qui... On ne dit pas ça si quelqu'un n'est pas bisexuel ou homosexuel. Comment tu l'as laissé aller au bout d'un moment? C'était à moi. Ouais. Et c'était dans mes chansons, franchement. C'était assez évident. C'est ça le truc qui a vraiment frustré tellement de journalistes au début, c'est que c'était tellement dans mes chansons, mais moi je refusais de tu les agaçais. Je m'en foutais complètement. Et en même temps, je me disais, mais et si vous dites que vous êtes tellement tolérant, pourquoi vous écrivez des trucs comme ça sur moi? Tu penses que ça a changé? Oui, ça a changé. Ça a changé. On te poserait moins la question maintenant? Ce serait plus... Ouais, ça a changé. Ouais. Ça a changé. Il y a des conseils que tu donnerais à des jeunes, justement, pour pas qu'ils souffrent de cette différence? Premièrement, je sais pas. Je sais pas parce que chaque cas est complètement différent. Donc, il n'y a pas un pansement pour tous ces trucs. Je pense que... alors, 2 trucs. Il faut pas croire
dans un monde où on vit pour les likes, on vit pour les stats, les statistiques qui nous valident en termes non seulement de popularité, mais aussi de valeur, qui nous valorisent et nous valident. Il faut vraiment faire attention, parce que c'est pas dans les mains des autres gens de décider, et c'est pas de décider votre valeur. Et ça, c'est super utile quand on se retrouve face à de l'harcèlement, quand on se retrouve face à des commentaires négatifs qui ne sont pas une discussion, qui sont juste des commentaires abusifs, qui sont construits pour ne pas avoir d'échange, mais juste pour provoquer la haine et créer une distance, une frontière ou un mur entre vos différences. Et ça, cette dévalorisation, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Et c'est tellement dur de comprendre vraiment que c'est une illusion, mais j'en suis sûr, ça c'est super important. Et une chose qui peut vous donner un petit peu de recul ou des repères différents, c'est la communauté. L'érosion de la communauté dans les écoles, l'érosion de la communauté dans un village ou dans la ville, c'est vraiment dommage. Il faut investir dans la communauté, il faut la cultiver et la protéger, car la communauté provoque de l'empathie et ça provoque aussi ce concept fondamental de la réciprocité. Parce que si moi je te connais pas et je te fais un truc ou je te dis un truc et il n'y a aucune communauté, il n'y a aucune conséquence. Et ça, c'est pas bien. Mika, maintenant je te propose une pause musique. On va apprendre plus sur tes goûts musicaux et ton profil d'artiste. Question simple, réponse simple ou pas. Le morceau que tu peux écouter en boucle sans en avoir marre. Nature Boy, Nat King Cole. L'album que tu as le plus écouté dans ta vie. Ou Purple Rain, Prince. L'artiste que tu admires le plus. J'admire tellement Bruce Springsteen. Celle que tu écoutes quand tu déprimes. Oh, Barbara. Quand tu déprimes? Oui, bien sûr. Ça te fait pas aller encore plus mal? Non, bien sûr que non. Ça montre que la tristesse, la peine, la mort, la solitude, c'est quelque chose de délicieux. La chanson que tu aurais adoré composer, créer. Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. L'artiste avec qui tu rêves de collaborer. Björk. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment marqué sur scène? César et Évora, pieds nus, en train de chanter avec tous ces Anglais qui ont complètement oublié qu'ils étaient Anglais. C'est-à-dire qu'il était dans une autre dimension. Et aussi, je vais vous le dire en toute sincérité, un showcase de Lady Gaga dans un théâtre, un petit théâtre à Los Angeles avec un DJ. Elle était fabuleuse. Partons de scène. Tu te retrouves devant 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes, quand on avait fait le Parc des Princes, par exemple. C'est quoi cette sensation quand toi, 3 ans avant, tu faisais une musique pour Chewing Gum et là, tu te retrouves à avoir 50 000 personnes? J'en parlais récemment avec justement Mathieu Chédid. Quand je vais à un de ses concerts, tu vois qu'il y a tellement de gens qui mettent pendant 2 heures leur problème de côté. Et c'est la même chose chez toi, comme chez beaucoup d'artistes. Les gens, quand ils viennent à vos concerts, vous avez un truc, et quand même, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui sont dans des grandes difficultés ou des difficultés fortes. Absolument. Et ça apporte un moment où, voilà, il y a 2 heures où je pense à autre chose. Et il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur de l'investissement de chaque personne qui a acheté un billet. Moi, j'ai un truc, j'ai très peu de guest list. Hein. Je déteste ça, la guest list. Vous achetez votre billet? Je dis, mais si quelqu'un a... Je regarde la personne qui a décidé d'acheter 1 ou 2 places pour mon concert et ils savent qu'ils vont devoir, tu vois, c'est un choix, ou ils achètent ça, et ça veut dire qu'ils vont pas pouvoir acheter quelque chose d'autre. Ouais. Et ensuite, je vois les trucs des guest lists. C'est pour ça que dans mes concerts, c'est connu, il y a très peu de guest lists et je déteste quand les gens demandent. Je dis, mais pourquoi est-ce que... Tu pourrais pas payer ta place? Non, mais c'est juste, mais regarde cette dame qui est venue, qui a fait 6 heures de route, elle est là, elle a acheté 3 places, mais j'en ai rien à foutre de ta guest list, de la demande d'un billet. Moi, je suis là pour elle, pas pour vous. Je disais un truc tout à l'heure. Sauf quand tu t'agaces là, et j'aime bien quand tu t'agaces, parce que c'est vrai que je te vois, c'est vrai que souvent, justement, avec ce beau sourire, c'est
Justement, on est dans ce monde-là où il faut plutôt sourire, plutôt être... Mais c'est bien de sourire. C'est extrêmement important de sourire. Je dis toujours, si je vais dire un truc très dur, fais-le avec un petit sourire de petit diable. Et tu t'en sortiras plus facilement. Mika, on va passer à une nouvelle pause amicale. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui voulaient passer des messages. On va dire plutôt une pause familiale cette fois-ci. On écoute. Bonjour Mika, bonjour Alexandre. Mika, ton nouvel album éclaire mes jours et je l'écoute sans arrêt, même si tu n'aimes pas trop ça. Mais il a gagné sa place permanente dans mon cœur avec les 5 autres. Et il y a des instants où je crois peut-être reconnaître les moments sur lesquels tu chantes, et puis d'autres où c'est impossible, parce que tu rends les choses tellement plus belles et puissantes que je ne pensais possible. Donc, tu changes la perspective comme si on mettait une nouvelle paire de lunettes de vision pour la première fois. Et j'apprends, comme très souvent. Donc, je voulais te demander si tu pouvais faire une masterclass avec n'importe qui, vivante ou pas, musicien ou pas. Qui est-ce que ce serait et qu'est-ce que tu aimerais apprendre aujourd'hui? Oh, waouh. C'est une très bonne question. Puis c'est trop mignon. Donc, on parle de ta sœur Zulaika. C'est ma sœur Zulaika. Et évidemment, dans cet album, ce dernier album, je parle aussi de notre famille. Hein. Beaucoup. Et donc, voilà. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est très mignon. Et je pense que tout le monde, c'est ça qui est génial quand tu ne vois pas et quand tu es juste à l'écoute. Toute personne qui vient d'écouter ce message sente l'amour, la sincérité, une certaine pudeur. Quand elle te le dit, et elle te dit à travers nous, mais un message qui est magnifique. C'est très beau. Alors, la masterclass. Ouais, masterclass, qu'est-ce que... C'est drôle, hein. Je pense que... C'est drôle parce que tout de suite dans ma tête, j'ai pensé à une chanteuse. Ce sera la Calas. Et il y a très 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 peu de... bien sûr, on voit la Calas avec ses bijoux, en train de faire son truc, on comprend, on entend les enregistrements, des choses comme ça, mais on la voit... Il faut l'entendre en train de parler. En train de parler de la réalité du job qu'elle faisait. C'est incroyable. Incroyable. Et aussi, pourquoi une masterclass de la Calas ? Parce que dans ce monde de la musique classique, surtout de cette période-là, il y a souvent cette idée que c'est les hommes qui sont les spécialistes qui donnent les masterclass. Et en fait, moi j'aimerais tellement entendre elle, femme, amoureuse, poète, athlète, glamour girl. Tu te verrais bien la Scala aujourd'hui de Milan avec la Calas sur scène. Oh mon Dieu. Le rêve. Je sais pas pourquoi ces gens sont en train de dépenser tellement pour arriver dans des spaceships. Prendre des amis à toi. Ils sont tous perdus leur tête. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, en train d'envoyer des... Tu sais, brûlant la planète. S'ils sont en train de faire ça, c'est que c'est certainement pas mes amis. Ok, ben voilà, je suis content de l'entendre, mais je sais pas pourquoi. Si moi je pouvais faire un truc, ce serait exactement une time machine juste pour aller voir la Calas à la Scala. Oui, c'est quand même la Scala. Et entendre les gens quand même qui sifflaient dans le dernier rang, les siffleurs professionnels, parce que tu sais, c'est une communauté, hein, des siffleurs vraiment qui font bouh bouh. Parce qu'il disait qu'elle chantait avec des patates dans la joue. Donc merci Zulaika. On continue avec cet album, dernier album, avec un titre qui est dédié à ta maman, C'est la vie, Joanie, donc qui est partie en février 2021. C'est ça la vie, et c'est ça la mort, que ta tête fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie. Est-ce que c'est plutôt une chanson qui était facile à écrire ? Ouais. Ou difficile ? Facile, j'avais besoin de l'écrire. Et j'adore cette idée qu'il y a des sortes de questions, une série de questions presque
Ouais, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi la pluie, c'est quoi le beau temps, c'est quoi ces rides sur mon visage, c'est quoi. Il y a tellement de questions. Ouais. Il n'y a pas de réponse. Pas toujours de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. C'est la vie. On parle du titre de l'album, parce qu'on parle de ta maman aussi par rapport à ça, un moment important, que ta tête fleurisse toujours, parce que c'est un message de ta maman. Qui, quand elle sait qu'elle va bientôt partir, elle te dit ça. En fait, il faut comprendre ce message-là. En fait, elle t'a toujours poussé. En fait, c'est un message magnifique. En fait, c'est ça. C'est qu'elle te pousse. Mais avec de la couleur, hein, parce que c'est. Et souvent, les gens me demandent pourquoi j'écris les chansons où il y a un texte qui est un peu dur ou dark ou triste, avec une mélodie qui fait ou un rythme qui fait danser, ou une mélodie. Mais en fait, dans ce dessin qu'elle m'a envoyé, voilà pourquoi. Si vous voulez comprendre pourquoi j'écris ma musique de la manière, dans le style que je le fais, dans ce dessin qu'elle m'a envoyé, c'était un cadeau d'anniversaire, c'était le dernier message qu'elle m'a envoyé avant sa mort. C'est très coloré. Il y a un dessin très coloré de moi, un petit portrait de moi avec des fleurs qui sont en train de sortir de ma tête et un message qui dit Happy birthday, may your head always bloom. Je te souhaite que ta tête puisse fleurir toujours. Et c'est très joyeux. Ça vient de quelqu'un qui sait que son cerveau est en train de s'éteindre et elle ne peut pas exprimer son âme. Et que ça s'éteint. La machine s'éteint, même si l'âme est toujours présente et brûlant. Mais c'est coloré. C'est la même chose dans mes chansons. Merveilleux. Quand on parlait de coloré, je te propose une dernière pause amicale. On l'écoute. Bon. Alors voilà. Ça, c'est une question. C'est une question pour mon bien-aimé Mika, surnommé la Mikaouette. La Mikaouette me fait la tête. Mikaouette. Voilà. Alors, la question. Mika, est-ce qu'il y a finalement quelque chose que tu regrettes d'avoir fait, et aussi quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait? Voilà ma question, qui est plutôt sympathique et facile. Je m'étais mis dans la tête de te poser une question bien emmerdante et bien embarrassante, mais c'est franchement pas les meilleures et j'ai aucune raison de vouloir t'embarrasser. Donc, voilà ma question. Ni emmerdante, ni embarrassante. Je t'embrasse. Oui, je sais que tu m'embrasses. Ok. Alors, question de Christian Louboutin. Oui, exactement. Mais un autre ami proche. Oui. Alors, une question. Il est facile cette question. Elle est. En tout cas pour Christian. Elle est facile. Non, mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Si vous connaissez Christian, vous allez comprendre. C'est vraiment. C'est ça. Ça, c'est sa personnalité. Il sait que c'est la question la plus difficile qu'il est en train de demander. Il sait que c'est une question qui me provoque énormément et que je vais lui tuer. Il sait que je vais appeler. Après, en sortant d'ici, en train de lui dire... Quelque chose que tu aurais d'avoir fait. Alors Mikaouette. Mikaouette. Alors, il y a beaucoup de choses. Évidemment, il y a des choses que je regrette. 2 trucs. Bon, à parmi des autres. Hein, mais évidemment, on a tous beaucoup de choses qu'on peut regretter. Mais 2 trucs plutôt importants. Je pense que peut-être être à la fois trop dur... avec les gens que j'aime autour de moi, ça c'est sûr. C'est ta maman qui t'a montré ça, hein, ouais, mais je regrette ça. Et c'est un peu futile. Et deuxièmement, je regrette d'avoir pris tellement de temps pour m'en foutre vraiment de l'opinion des autres. C'est un gros travail sur soi, ça. Hein. Ouf, et je suis pas encore là, mais au moins je le dis. Merci de le dire. Merci. Chose que tu regrettes de n'avoir pas fait. Ta deuxième question de Christian. Je regrette toujours de ne pas prendre plus de plaisir. C'est drôle, hein. Et tu te remarques juste après que sur le moment tu l'as pas pris? Après, ouais, je suis toujours. Sur le moment, t'es pas. Ouais, c'est ça. Je prends pas le plaisir. Je peux pas aller en vacances. Je sais pas comment aller en vacances. Mais quand tu es sur scène, ce moment-là, je prends énormément de plaisir. Dingue, oui, et juste après, quand je mange un sandwich et une bière, je suis
Au paradis. C'est d'autres plaisirs. Mais vraiment, hein, le seul truc, c'est les autres moments. Les moments où il y a moins... Quand il n'y a pas la stimulation extrême du concert et le grand contraste, de quand même pouvoir prendre du plaisir à travers le plaisir des autres. Et j'ai pas c'est pas assez ça. Je propose maintenant une pause musicale. Une question pour toi, Mika. Quelle est ta chanson culte? 1941, Harry Nilsson. Personne ne la connaît, c'est la meilleure chanson de la Terre. On va en écouter un extrait. And they got a house not far from town, and in a little while the girl had seen the doctor and she came home with a smile. Now in 1961 a happy father had a son, and by 1964 the father walks right out the door. Mika, merci d'avoir accepté mon invitation. Un énorme plaisir. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.